Il nous a rejoint sur ce plateau celui qui est le ministre de l'Intérieur en France, qui incarne le mieux Charles Pasqua. Bonjour, vous avez géré des affaires aussi délicates que les otages du Liban en 1986 ou la prise d'otages de Neuilly en 1993. À chaque fois, vous étiez ministre de l'Intérieur. Quel meilleur expert que vous pour analyser ces quelques jours où la France a été suspendue, où la France s'est figée avec cette affaire de Toulouse? Est-ce que vous diriez ce soir que l'opération est réussie ou qu'il y a eu des ratés? Non, vous savez... Je crois que l'essentiel, c'était de mettre ce terroriste hors d'état de nuire. Partant de là, on pouvait rêver et espérer le prendre vivant. Moi, je n'y ai jamais cru. Pourquoi vous n'y avez jamais cru? Pourtant, c'est ce que l'assaut final n'a été lancé que 32 heures après. Donc, d'une certaine manière, ils y ont cru, les officiers du RAID. Non, pas du tout. Non, ça, c'est l'application des règles, en quelque sorte. Ce n'est pas une question de temps quand il y a une opération de ce type. Il s'agit pour chacun de prendre la mesure des choses. Et il est évident qu'il s'agisse du RAID ou du GIGN, les démarches sont les mêmes. Il s'agit d'essayer de mettre l'individu qui est en face de vous en confiance, de l'amener à créer un lien, et puis ensuite essayer de l'amener à récipicence et effectivement à se rendre. On y arrive quelquefois, mais ça n'est pas aussi fréquent que ce qu'on imagine. Dans l'affaire de Neuilly, nous avons tout fait pour que la personne qui avait pris les enfants en otage se rende. Il ne l'a pas fait et nous sommes intervenus, eh bien nous en a pris parce qu'effectivement il y avait une ceinture d'explosifs. Pourtant, alors tout avait été fait pour qu'ils se rendent. Quand vous entendez le député socialiste Jean-Jacques Urvoas qui dit ce matin, si je comprends bien, le RAID n'est pas capable en 30 heures d'aller chercher un individu seul dans un appartement, vous lui répondez quoi? Et qu'il y a eu lui-même la prochaine fois. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, cet homme? Quels sont ses exploits? Par quoi s'est-il fait remarquer? Les gens du RAID ont risqué leur vie. Lui, il risque quoi? De dire quelques bêtises à la télé pour essayer de se faire bien voir par Hollande, c'est ça son problème. Nicolas Sarkozy a pris des risques. Tout le monde s'en fout. Charles Pasqua, Nicolas Sarkozy a pris des risques. Nicolas Sarkozy a pris des risques et il a assumé ses responsabilités. Point final. Il n'a pas fait une opération qui soit susceptible de rapporter quoi que ce soit. Il est président de la République, il assume ses responsabilités. Charles Pasqua est toujours avec nous. Merci d'être toujours là. Je le rappelais, ministre de l'Intérieur en 1986 pour les otages du Liban, en 1993 pour la prise d'otages de Neuilly. Une petite question. Comment vous jugez la gestion de l'affaire par Claude Guéant? Je trouve que cette gestion est tout à fait normale. Il n'y a aucun problème. Sa communication, ses prises de parole? C'était peut-être... on pourrait penser que c'était un peu trop fréquent. Mais de notre côté, il ne faut pas non plus oublier la pression médiatique. Vous avez des centaines de représentants de tous les médias qui sont d'ailleurs cantonnés dans un coin. La question se pose d'ailleurs, mais que peut-on faire? Est-ce qu'on peut empêcher les médias de faire des commentaires, etc. Quelquefois c'est gênant, ça peut même être de nature à empêcher le fonctionnement du RAID ou des troupes qui sont prévues. Parce que le preneur d'otage, lui, il entend tout ça aussi, ou le responsable. Justement, Charles Pasqua, le terroriste. Vous qui avez eu justement à gérer des opérations, des prises d'otages, il y en a eu plusieurs à chaque fois que vous étiez ministre. Est-ce que vous avez, été amené justement à, entre guillemets, gérer aussi les médias en demandant de ne pas donner telle ou telle information? Oui, c'est ce qui s'est passé lorsque nous avons réalisé l'opération d'action directe, c'est-à-dire nous avons arrêté le RAID. C'était la première opération conduite par le RAID. Nous avons arrêté les 4 responsables d'action directe le samedi soir à 21 h. J'ai immédiatement rendu compte à Jacques Chirac qui m'a demandé d'appeler le président de la République, ce que j'ai fait. Lequel président m'a demandé il m'a dit d'abord de féliciter les responsables, tous ceux qui avaient conduit cette opération. Et ensuite, il m'a dit, est-ce que je peux vous poser une question? Je vous en prie, monsieur le président. Il m'a dit, est-ce que c'est le résultat d'un travail très soutenu ou le fruit du hasard?
Bah, vous avez été ministre de l'Intérieur. Vous savez qu'il y a un peu des deux toujours dans ce genre d'affaires. Et là, on revient sur le dispositif hier Alors attendez, à Toulouse. moi, à cette occasion, j'ai appelé moi-même les directeurs responsables de la presse écrite, radio-télévisée. Et je leur ai demandé le blackout jusqu'au lendemain midi. Oui, mais il n'y avait pas les chaînes d'infos à l'époque. Oui, Oui, voilà. c'est ça qui a On changé. n'était pas, Oui, c'est oui. plus possible. Si on revient sur le dispositif... J'ai obtenu ce délai pour pouvoir commencer à éplucher tous les documents écrits que nous avions pris. Si on revient quelques instants justement sur le dispositif depuis 2 jours à Toulouse, avec le Cogéant installé à demeure avec les enquêteurs, est-ce que c'est quelque chose que vous validez? Parce que vous n'avez pas fait ça, vous, lorsque vous avez eu à gérer Moi, je ces n'ai pas prises été d'otages. dans la même situation. Je veux dire que là, nous sommes dans une situation qui a frappé tous les Français au cœur. Nous avons eu d'abord 3 militaires d'assassinés. Ensuite, nous avons cette action véritablement ignoble sur l'école juive, avec l'assassinat de jeunes enfants notamment. Tout ça a profondément marqué l'opinion et je pense aussi le président de la République, qui a considéré qu'il fallait que le représentant, le responsable des services de sécurité soit sur place. Une organisation liée à Al-Qaïda revendique cet après-midi cette tuerie de Toulouse. Vous y croyez? Vous donnez de la crédibilité à cette revendication? Non, mais nous en aurons certainement d'autres. Parce qu'à partir du moment où cet homme est mort, les armes à la main, comme il disait, après s'être réclamé d'un islamisme fondamental, d'autres prétendront qu'il était des leurs. Alors peut-être par la pensée, mais je pense qu'en réalité c'était une action personnelle. Jean-François, vous avez été ministre de l'Intérieur, les renseignements intérieurs, vous connaissez bien. Il y a cette polémique qui a été lancée ce matin par les mots d'Alain Juppé, qui n'est pas de gauche, Alain Juppé qui est ministre de la République actuellement et qui dit qu'il y a peut-être eu des failles dans le renseignement intérieur, en tout cas qui a demandé la clarté ce matin. D'autres l'ont demandé également. On va voir le reportage et on vous fait réagir ensuite, signé Sophie Neumayer. Mohamed Merah était fiché à la direction centrale du renseignement intérieur qui se veut le FBI à la française. Délinquant aux multiples condamnations pour des faits de violence, son militantisme salafiste avait été repéré. En novembre dernier, il a même été interrogé par les agents de la DCRI sur son voyage en Afghanistan après un précédent séjour au Pakistan. Malgré tous ces éléments, il n'a pas été inquiété avant mardi soir. Je comprends qu'on puisse se poser la question de savoir s'il y a eu une faille ou pas. Quel genre faire de la clarté faille là-dessus. Comme je ne sais pas s'il y a eu une faille, je ne peux pas vous dire quel genre de faille, mais il faut faire la clarté là-dessus. Malgré son profil particulier, on ne peut pas vraiment dire que Mohamed Merah faisait l'objet d'une surveillance particulière, car sinon on n'aurait pas mis autant de temps à retrouver son adresse, relèvent plusieurs experts sur les questions de terrorisme. Pour quelles raisons il y a eu peut-être pas, en tout cas, peut-être qu'on a renoncé à cette surveillance, on ne peut pas parler de dysfonctionnement à ce stade, ça l'enquête le démontrera. Le ministre de l'Intérieur assure de son côté qu'aucun élément ne pouvait laisser penser qu'il préparait une action criminelle. En France, il serait ainsi plusieurs dizaines à être suivis par la DCRI après s'être rendus en zone pakistano-afghane pour suivre un entraînement. Ces jeunes djihadistes sont depuis longtemps considérés comme la principale menace terroriste. Charles Pasqua, est-ce qu'il y a eu des failles? Est-ce qu'il y a eu des failles dans le renseignement Moi, quand on sait que cet homme a été... Moi, je n'en sais rien du tout. Je voudrais... Est-ce que vous vous posez des questions? Non, moi, je ne me pose pas de questions. Je veux dire par là que ce qui m'intéresse, ce sont les résultats. Il y a eu des crimes ignobles. Est-ce qu'ils auraient pu être évités? Devoir... Est-ce qu'ils auraient pu être évités, Charles Pasqua? Je n'en sais rien, vous non plus, et personne n'en sait rien. Quand j'étais ministre de l'Intérieur en 1986, j'ai été reçu aux États-Unis, à la fois au FBI et à la CIA. Et le FBI m'a dit, nous considérons que nous avons encore sur le territoire des États-Unis 15 000 espions pour le compte de la Russie soviétique. J'ai dit, mais comment faites-vous alors, puisque vous n'êtes que 12 000, et si vous avez 15 000 espions, comment vous faites? Et ils m'ont dit, nous avons mis tous leurs noms sur ordinateur et nous faisons des croisements. Et lorsqu'il y a 4 notions que nous avons considérées comme importantes qui se croisent, la fiche sort
Et à ce moment-là, nous surveillons les gens. Enfin, là, on n'est pas non, mais vous sur des chiffres comme ça. Non, une seconde. Et il m'a dit, en ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous avez comme dispositif? J'ai dit, nous avons the nose et the pencil. Et nous avons à peu près les mêmes résultats que vous. Voilà. Non. Je veux dire par là qu'on ne peut pas surveiller tout le monde. Et en ce qui concerne... les zones tribales. Oui. En ce qui concerne le dénommé Mera, qui était fiché à la DCRI, ce qui est normal, il n'y avait aucun élément supplémentaire qui conduise à une surveillance renforcée et à la nécessité d'une interpellation. Il n'y avait aucun élément. Les mesures annoncées aujourd'hui par Nicolas Sarkozy à 13h, elles viennent renforcer justement l'arsenal pénal par rapport justement à ce genre de comportement, à ce genre de radicalisation. Est-ce qu'elles viennent pour vous au bon moment? Est-ce qu'elles sont nécessaires là maintenant? Et est-ce qu'elles ne viennent pas au fond compenser ce qu'on aurait pu appeler les failles Oui, mais vous savez que nous sommes dans un curieux pays. Vous savez aussi bien que moi qu'on navigue en permanence entre les gens qui disent qu'il faut renforcer les mesures de sécurité et ceux qui disent qu'il y en a déjà suffisamment, prenons garde et défendons les droits de l'homme. Est-ce qu'il fallait dire ça maintenant, quand l'opération est terminée? Est-ce qu'il fallait annoncer des mesures au moment où on est dans le temps de remercier? Je crois que oui. Je crois que oui. Il est dans son rôle. Pourquoi? Parce qu'il est président de la République. Il ne doit pas se contenter seulement de manifester son émotion, etc., mais dire également, puisque l'on considère que cette affaire est une sonnette d'alarme concernant la suite et tout ce qui peut survenir. Ça veut dire qu'il faut que nous prenions un certain nombre de moyens, certainement encore... Pardon? Là, ce sont des promesses, puisqu'il n'y a plus de session parlementaire. Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais je ne suis pas dans ce cadre de session parlementaire, etc. Le président de la République sera conforté, il sera réélu demain, ou il ne sera pas réélu, il y en aura un autre, les problèmes demeureront. Il faudra prendre un certain nombre de mesures, parce que le danger est considérable, parce qu'il est sur la façade méditerranéenne, et que là, les choses sont pour nous beaucoup plus sérieuses. François Hollande, si c'est lui qui est élu, il devra mais aussi bien sûr, avoir une politique dure. Ben évidemment, il ne va pas pouvoir se contenter de jouer le bon samaritain. Quand on est élu à ce type de fonction, on a un certain nombre de responsabilités à assumer. Et si on ne veut pas les assumer, il ne faut pas être candidat. Charles Pasqua, on va aller tout de suite à Strasbourg. Vous savez ce qui se passe à Strasbourg en ce moment, c'est le meeting de Nicolas Sarkozy. Vous allez nous dire ce que vous pensez aussi de l'impact de cet événement sur la campagne. C'est du direct, cette image. Jean-Jérôme Bertolus, vous êtes sur place. Ce meeting a débuté il y a quelques minutes. Absolument. Et les premiers mots de Nicolas Sarkozy ont été vers les familles après la mort du tueur. Restent aujourd'hui les larmes et la douleur des familles. C'est bien sûr un meeting pratiquement aux antipodes du dernier meeting tenu par Nicolas Sarkozy samedi dernier à Lyon. Vous vous souvenez, un meeting où Nicolas Sarkozy avait été très véhément contre François Hollande. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy veut en quelque sorte faire une transition douce entre les 3 jours qui viennent de s'écouler, où il est apparu effectivement comme un président protecteur des Français, où dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, on estime qu'il a montré l'efficacité de la machine étatique. Eh bien, aujourd'hui, effectivement, Nicolas Sarkozy prononce un discours solennel sur les valeurs de la République, sur cette France qui a été unis ou presque pendant 3 jours. Vous savez que Jean-François Copé s'est exprimé ce matin assez durement vis-à-vis de François Hollande, qu'il a demandé le feu vert de Nicolas Sarkozy, d'après les informations que j'ai pu recueillir. Mais ce soir, chacun est dans son rôle. Jean-François Copé, patron de l'UMP, attaque François Hollande et Nicolas Sarkozy reste le président candidat. Merci à vous Jean-Jérôme Bertolus en direct de Strasbourg où Nicolas Sarkozy a donc commencé à parler. La campagne a repris, François Hollande également et s'exprimera ce soir. Il est à Aurillac. Alors justement Charles Pasqua, quelle est l'influence, quel va être l'impact de cette affaire de Toulouse dans la campagne électorale? Est-ce que Nicolas Sarkozy va en bénéficier pour être plus Personne ne peut le savoir aujourd'hui. Peut-être en bénéficiera-t-il, peut-être pas. Je crois que ce genre d'opération, ce genre d'incident ou de graves événements de ce type
produisent un effet qu'il est difficile de prévoir et d'imaginer ou de quantifier. On n'en sait rien du tout. Il est bien évident que Nicolas Sarkozy est apparu dans cette affaire comme quelqu'un assumant pleinement ses responsabilités, ce qui est un élément positif. Mais est-ce que cela sera suffisant pour que des gens qui ne veulent pas voter pour lui se décident à le faire? Personne ne le sait. Maintenant, est-ce que M. Hollande, qui a joué le président fantôme, le shadow président, là, en faisant sa déclaration hier, en retirera des avantages? Mais est-ce que la campagne peut reprendre comme elle était avant? Est-ce qu'il n'y a pas avant et après oui, Toulouse? Elle va reprendre, mais l'intérêt de chacun, c'est de poser les vrais problèmes, de ne pas se laisser aller à des emportements. Est-ce que les vrais problèmes, c'est la crise économique ou la sécurité? Le principal problème, si on les met dans l'ordre d'urgence, le premier problème, c'est la crise économique. Si on juge des problèmes de fond concernant la société française, le principal problème, c'est la situation des banlieues. Et de prendre un certain nombre de mesures pour mettre un terme à la situation d'un certain nombre de familles qui sont désespérées, de jeunes gens qui se laissent aller à un certain nombre de délits et qui ensuite sont susceptibles d'être aspirés dans un autre système. Et pour vous qui connaissez bien les tempos... c'est le plus urgent. Vous qui sentez bien depuis longtemps les tempos électoraux et les campagnes, sur quoi les Français vont-ils se prononcer? Plus sur l'économie ou plus sur la sécurité? Les Français se prononceront, à mon avis, au moins autant sur la sécurité, sinon plus. Merci.